Comment évaluer le travail d'un directeur en don planifié? Comment différencier l'excellent directeur d'un où aucun résultat n'est obtenu? Je fais une précision tout de suite, c'est pas parce qu'il n'y a aucun résultat d'obtenu que le directeur est mauvais. Ça dépend. On dit toujours ça en finance, ça dépend. Si vous avez un directeur qu'on embauche pour faire des dons planifiés et que du jour au lendemain, on lui demande de faire autre chose parce ce qui nous intéresse, c'est des dons immédiats. Alors, il ne peut pas vraiment se consacrer aux dons planifiés et il n'obtiendra pas les résultats attendus. Alors, c'est pas de sa faute, on lui a demandé de faire d'autres choses. Et j'ai été témoin de plusieurs cas comme ça où on demandait à la personne, on l'embauchait pour les dons planifiés et on lui faisait faire d'autres choses. D'accord. Alors, ça répond à la première, c'est la première distinction, c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat qui est pas bon. Deuxième chose, si on n'a pas de résultat, ça dépend de quoi. Il faut faire une analyse. Est-ce que nos plans d'action sont bons? Est-ce que nos stratégies sont bonnes? Est-ce que nos objectifs sont bons ou appropriés? Alors, il faut faire une analyse de tout ça avant de pouvoir poser un diagnostic. Alors, faut revoir, on peut être obligé de revoir les objectifs, on peut être obligé de revoir les plans d'action, on peut être obligé de revoir toutes les stratégies. Et c'est seulement à la fin qu'on va pouvoir dire est-ce que ça dépend de la personne qui est en charge des dons planifiés ou si ça dépend d'éléments qui sont mal définis et qu'il faut préciser ou améliorer. Au niveau de l'attraction des donateurs, donc ma prochaine question c'est comment pourrions-nous attirer des donateurs ne figurant pas sur notre liste de donateurs de dons planifiés? Ça dépend si on parle de dons. Quand on parle de dons planifiés, généralement les dons planifiés viennent de donateurs qui sont fidélisés et qui sont déjà connus. La seule exception, ce sont les donateurs qui font un don testamentaire. Dans 3 cas sur 4, ils ne sont pas connus de l'organisme. Ce ne sont pas des donateurs actuels. Alors, la façon pour attirer des dons testamentaires, c'est de faire connaître votre organisme à l'extérieur. Pour ceux qui sont déjà fidélisés, on y va avec nos publipostages, on va acheter des listes, on va faire du télémarketing, on va insérer des documents dont planifiés avec les reçus qu'on envoie aux donateurs. Il y a beaucoup de stratégies de ce genre-là. Selon votre expérience, pourquoi le 3/4 des dons testamentaires ne figurent pas sur la liste des donateurs actifs? C'est pour la bonne raison que quand une personne veut faire un don, il faut qu'elle ait les actifs disponibles et qu'elle soit prête à le faire. Alors, si la personne peut être intéressée à vous faire un don important, mais elle n'a pas les actifs nécessaires. Alors, sa façon la plus sûre, c'est de prévoir un don en fin de vie, c'est-à-dire par testament. Ça a l'avantage suivant. Premièrement, le testament, on peut toujours le changer, il est modifiable. La deuxième raison, c'est que si vous y allez par pourcentage, par exemple, si vous avez 1 million d'actifs en fin de vie et que vous dites que vous donnez 10 ou 20 ou que vous ayez 100 000, alors la proportion va toujours être respectée. Et le montant final n'a pas d'importance. Là. Vous n'êtes pas obligé de refaire votre testament. Devons-nous absolument récompenser ces donateurs? C'est toute la question de reconnaissance. C'est important que le donateur sache qu'on apprécie son don et qu'il a de l'importance pour l'organisation. Alors, c'est un peu comme dans une famille ou même entre amis. Si vous faites toujours des dons à vos enfants ou à des amis et que jamais ils ne vous remercient, vous allez dire que vous allez conclure à une certaine ingratitude. Alors, c'est très important que l'organisme signifie à ses donateurs qu'ils les apprécient et que leurs dons ont un impact important concernant la mission de l'organisme. Maintenant, il faut faire attention quel type de reconnaissance on va donner. Ça dépend de l'importance du don. Si on va signifier une reconnaissance d'une façon différente si la personne
fait une rente de 100 000 par exemple, par rapport à quelqu'un qui fait un don annuel de 50 D'accord. Alors, faut avoir des modes de reconnaissance appropriés. Et il faut faire attention pour pas que les gens disent que c'est de l'argent mal dépensé et que les gens nous fassent la remarque suivante. Ah, c'est comme ça que vous dépensez notre argent. Comment récompenser ces donateurs? Ça dépend, comme je disais tantôt, ça dépend de l'importance du don. Vous pouvez, par exemple, avec des donateurs importants, avoir un super bénéfice pour lequel eux n'auront pas à dépenser. Vous pouvez aussi avoir un concert bénéfice au cours duquel vous allez honorer leur contribution à votre fondation ou à votre organisme. Il y a différents moyens comme ça. Je connais des organismes où on va faire un souper annuel pour les gens qui donnent tel montant. Alors, ce sont différents moyens qu'on peut utiliser. Certains vont donner un genre de plaque ou de diplôme de reconnaissance. Merci, Monsieur Martin Massé, de nous avoir accordé cette entrevue sur les ondes de la chaîne philanthropiequebec.tv et au plaisir de vous avoir pour une future entrevue. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Pour conclure sur les dons planifiés, 2 points importants à retenir. Premièrement, il faut s'assurer d'établir un plan et vérifier si une telle campagne sera rentable. Ensuite, puisque ce type de campagne comporte des tâches complexes, il faut s'assurer d'avoir un personnel expérimenté pour les effectuer. Le sujet de la semaine prochaine, le tirage et loterie. Merci de votre intérêt pour la chaîne philanthropiequebec.tv.